qui connaissent pas The Product Crew ou qui savent pas trop exactement nos objectifs et qu'est-ce qu'on cherche à faire dans l'écosystème, bah en fait on a une communauté de 10 000 talents aujourd'hui qui est sélective à l'entrée, où vous allez trouver des talents expérimentés de la tech jusqu'à 6 levels. Donc aussi bien sur les métiers du produit, de l'engineering, de la data que du design. Et en parallèle de ça, bah, on aide les talents à grandir, accompagner leur développement, à s'enrichir à travers plein de formats comme celui-ci, des formats écrits aussi et du partage des événements. Et on aide les entreprises aussi à recruter justement dans la communauté. Donc c'est offrir des opportunités de carrière, offrir des opportunités de développement aux entreprises comme aux talents de la communauté. Donc voilà, je vous disais, on est 10 000, on organise des événements, des matchs de recrutement mensuels où on peut matcher assez rapidement avec plein d'entreprises, plein de masterclass comme celle-ci, des ressources, du coaching. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit pour les membres. Donc voilà, si vous voulez rejoindre cette communauté pour grandir avec nous, je vais vous donner un petit QR code juste après que vous pouvez slasher. Et sur la partie recrutement, on a la chance d'avoir bossé avec 800 entreprises tech aujourd'hui, quelques exemples en dessous, mais voilà, ça est assez véloce parce qu'on chasse pas, c'est vraiment de l'intra-communauté et on peut vite identifier des profils dans la communauté qui sont en recherche et qui vont vous aider à agrandir à agrandir votre équipe et à accélérer sur vos enjeux tech produits. Du coup, avant de passer à la suite et notamment à vous interroger sur une petite question liée au live, vous pouvez, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore membre, rejoindre la communauté. Pour ça, petit coup de QR code sur le flash de gauche pour rejoindre la communauté. Et si vous avez des enjeux de recrutement, que vous souhaitiez nous briefer sur vos enjeux, recevoir des insights ou échanger avec la team pour connaître un petit peu l'état du marché, et là, vous pouvez flasher le QR code de droite. Euh, voilà, et en parlant d'un peu des enjeux de recrutement, aussi bien talent que tech, enfin que recruteur, enfin que recruteur ouais, du marché, je vous lâche trois petits insights en ce moment pour ceux qui un peu veulent savoir ce qui se passe dans le marché. Bon, ça, vous le savez, il n'y a plus d'objectif forcément d'hypercroissance dans les boîtes. On est passé plutôt sur des enjeux de croissance maîtrisée, de rentabilité, et ça a des impacts assez importants sur le marché du recrutement et sur le marché de l'emploi. Déjà, pour les boîtes, ça reste un défi super important d'avoir une grosse attractivité pour les meilleurs talents et de fidéliser en interne les personnes intra-équipe. Et il y a une vraie recherche aussi d'impact business. Donc, c'est comment est-ce qu'on va identifier des talents qui ont vraiment eu de l'impact dans leur précédente enfin, dans leur précédent job, de l'impact business, vraiment étaient capables de sortir des choses qui impactaient directement les résultats. Et donc ça, pour les talents, si vous êtes actuellement en recherche, ça veut dire lorsque vous partagez vos acquis dans le CV ou en entretien, il faut vraiment être orienté sur qu'est-ce que vous avez amené comme incrément dans le business. Si vous arrivez à faire ça, vous aurez vraiment des opportunités euh, beaucoup plus grosses et voilà, vous arriverez à bien être positionné sur le marché en ce moment. Donc, vos conseils là-dessus. Et puis, n'hésitez pas évidemment à m'envoyer vos questions, tout ça. On peut en discuter un peu plus tard. Et il y a ce truc aussi côté scale-up où il y a moins d'opportunités, elles font moins rêver. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de dynamisme dans les petites startups, les PME tech et les groupes historiques. Donc voilà un petit peu pour les insights. Je crois que Gabriel, tu voulais poser une question à l'audience. Donc je vais arrêter mon partage et je vais te laisser euh, donner le QR code. Euh, alors, avec Didier et Gabriel, on voulait vous poser une question. Vous pouvez flasher ce QR code. Et la question qu'on aimerait bien avoir, sur laquelle on aimerait bien avoir votre avis, c'est à votre avis en termes euh, de turnover, de taux de turnover, qu'est-ce qui est sain dans une équipe tech? Donc, on parle là en pourcentage annuel. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est bien de garder quasiment 100% de ses équipes en continu, donc être à moins de 2%? Est-ce que 5-10%, c'est un bon chiffre? Est-ce qu'il faut carrément aller à 20, plus de 20%? Euh, on est curieux de savoir un petit peu ce que vous pensez de ce sujet. Je vais laisser Didier commenter mon avis là-dessus. Tout à fait. J'attends encore un petit peu. Yes, vous êtes nombreux sur le live, là. Venez donner votre avis Ça sur bouge, cette ça question. bouge. J'attends encore Tout le quelques monde, tout le monde, secondes. tout le monde veut pas donner son avis sur le. C'est anonyme, hein, je précise.
Ah, il y en a qui commandent directement sur Zoom. Alors, attends, je vais Je la vois ça. regarder. Euh, on n'a pas le droit à 2,5%. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, on l'a fait un peu trop rapidement, je crois. Je pouvais pas mettre toutes les questions. Bon, bah, il y a eu un vote pour 2,5%. Alors, merci, Guillaume. Bon, eh ben, je vais pouvoir lâcher en tout cas ce que j'en pense. Et la majorité a raison. Donc c'est de mon point de vue entre 5 et 10%. Euh, Pas trop bas, pas trop haut. Et j'en parlerai dans mes slides justement dans la présentation, le pourquoi, justement avec ma croyance qu'un turnover très très bas était bon et sain. Pourquoi je me suis trompé là-dessus. Donc aujourd'hui, je suis plus à avoir entre 5 et 10% pour un turnover qui soit sain. Trop cool. Bah, écoute, ouais, il y en a pas mal qui se sont positionnés comme toi sur ce coup. Bon, on avait une autre question subsidiaire, mais je sais pas si on aura le temps de la traiter. Je peux la faire si tu veux, Didier, ou je te laisse en tout cas la main pour partager ta presse et puis aussi enchaîner avec ton talk. Sachez juste qu'il y aura du temps pour les questions à la fin. Donc n'hésitez pas à les envoyer. Je vois que vous êtes déjà très actifs sur le chat. Juste mettez-les bien à tout le monde, parce que de base sur Zoom, c'est écrit seulement aux panélistes. Donc ça veut dire que tout le monde ne verra pas vos questions, qu'elles puissent être upvotées, etc. Et puis voilà, on se retrouve juste après ton talk pour le Q&A. Tout à fait, tout à fait. Alors, le temps pour moi de partager. Un, un. Hop, tac. Ah, je crois que je dois quitter et revenir parce que j'ai dû mettre à jour un réglage Zoom. Donc, je reviens. Ah mince, Ouais. yes. Bah du coup, Je te pendant laisse que tu combler fais deux rien, minutes, je reviens. voilà, je fais la fameuse question. À tout de suite. Alors Didier, que vous le sachiez, a été l'un de ces trois métiers. On voulait vous demander ce que vous en pensez, à votre avis, d'après son pédigré. Est-ce qu'il a été chef étoilé dans une vie d'avant, DJ, ou c'était quoi, Gabriel, déjà la troisième option qu'on s'était donnée? Je crois que Fermier. fermier, voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à nous dire sur Zoom si vous le connaissez un petit peu ou d'après vous, quel a été son métier d'avant, avant de devenir un, un grand Manitou, symbole de la tech qui réussit en France. Ah, on a un premier DJ, chef. Ah, ça se joue entre DJ et chef. DJ Didier, chef. Waouh, je crois qu'il y a du 50-50 entre chef et DJ. Donc, je te laisse faire le reveal. Bon, évidemment, Fermier, j'ai buté à la fin. Tu sais, je disais pendant T'as qu'on est buté pas sur, là, t'as en buté sur disant genre, fermier. ah, la troisième option, Fermier. Bon, évidemment, je pas ça, donc je te laisse révéler. Eh bien, j'ai été en fait DJ pendant 10 ans, donc DJ rap, et à scratcher pendant des heures et des heures. Énorme. Et j'adore et je continue à écouter cette musique. Trop cool. Bah Cool. écoute, si on a le temps à la fin, on finira par ton top, ton top 10 rap pour les apprentis DJ dans le truc. Mais en attendant, on va pouvoir commencer Bon, ton on va talk. faire un peu de tech Ta avant, présentation ouais. est bien partagée. Let's Ça go. marche. Cool. Bon talk Eh à tous. bien, c'est parti. Donc déjà, merci Mathias, merci Gabriel pour l'invitation pour cette masterclass avec TPC et merci à vous tous également d'être présents aujourd'hui. Donc je voulais vous présenter un petit peu autant mes succès que mes fails par rapport à mes 4 années, mes 4 dernières années donc chez Akeneo où j'ai pu donc avoir et être dans une scale-up et avec tous les avantages et les inconvénients justement que cela peut procurer. Donc avant de me lancer donc, dans ma présentation, qui je suis, donc Didier Caroff, breton, je suis aussi également mentor sur plateau, advisor, j'ai un podcast également qui s'appelle le Beer and Tech, donc n'hésitez pas à le suivre, et à l'occasion, je fais aussi quelques écrits sur Medium ou sur mon site personnel, et de temps à autre aussi speaker, comme je peux le faire aujourd'hui. En termes de background, d'expérience, j'ai donc 20 ans d'expérience, la moitié de mon expérience en tant que IC. Donc j'ai pu être team lead, software engineer, production engineer, comme on disait avant. Et j'ai basculé ensuite dans deux mondes, donc il y a 8 ans maintenant.
J'ai basculé dans le monde des startups en premier lieu, puisque avant c'était des groupes bancaires, et dans un autre monde qui est le management. Et donc j'ai eu cette opportunité-là avec Criteo, où j'ai commencé en engineering manager, en VH, directeur, et finalement à Kineo, où j'étais VP Engineering. Je dis j'étais puisque j'ai quitté début octobre Akeneo pour une nouvelle société que je vais pouvoir unveil aujourd'hui, donc qui s'appelle Guide Guardian et que je vais rejoindre dans quelques semaines. Bien, passons au vif du sujet qui est déjà Akeneo. Donc Akeneo, comme le disait Mathias, c'est donc aider les entreprises et aider aussi les particuliers à pouvoir donc gérer leur catalogue produit. Et donc, la vision, c'est d'avoir donc différentes sources d'entrée, d'avoir un source of record pour votre catalogue produit et de pouvoir ensuite le distribuer sur différents canaux qui puissent être des websites, des points of sales et également du print, puisque aujourd'hui, il y a encore des catalogues produits imprimés. Ça existe encore, donc c'est pareil. Ce type de solution fonctionne également pour ça. Comme Mathias le disait, donc Akeneo est leader de son marché, leader mondial sur le PIM, sur le Product Inventory Management. Et aujourd'hui, Akeneo, ça représente quoi? Donc, ça représente déjà 800 entreprises qui sont sur l'entreprise edition, l'édition payante, un gros groupement de partenaires aussi également, partenaires techniques ou fonctionnels, 220 partenaires, une équipe aujourd'hui qui fait 450 personnes. La boîte a été fondée en 2013. Quand je les ai rejoints en 2019, ils étaient une centaine. Ils sont aujourd'hui présents également dans 165 pays, avec différents offices, que ce soit à Nantes, à Paris, à Amsterdam ou à Boston. Et puisqu'ils ont aussi différentes éditions et que leurs roots viennent de l'open source, ils ont une CE Edition, donc une Community Edition, qui est librement téléchargeable sur GitHub et qui représente également aujourd'hui 80 000 downloads, donc ce qui est assez impressionnant. Donc voilà pour Akeneo. Passons du coup au sujet d'aujourd'hui, Expand your team without sacrificing productivity, donc comment justement faire en sorte que l'on puisse grandir de manière saine et également ne pas sacrifier sa productivité. Donc j'ai pris le principe déjà de l'imager par le fait de tenir un restaurant. J'aime bien cette image de tenir un restaurant puisque moi particulièrement, je sais me faire à manger seul. J'arrive à faire à manger à mes enfants. Mais dès qu'il y a déjà à faire à manger pour la famille, c'est déjà autre chose, c'est déjà plus compliqué, j'ai besoin d'aide. Et alors, quand il s'agit de faire la famille, plus les amis, plus bref, tenir un restaurant, là, pour le coup, je ne sais pas faire, ou en tout cas, je ne sais pas faire seul. Et c'est là où vient justement différents métiers, dont l'image du restaurant se colle bien, et également le fait de tenir aussi sa cuisine propre, qu'on pourrait faire en parallèle sur la code base. Donc, tout l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer par quelques aspects de restaurant de comment tenir son restaurant ou en faire en sorte de tenir son restaurant pour que les plats qui arrivent justement aux clients soient bons, chauds et de qualité. Voilà. Donc, on va commencer par le WeChef. WeChef, donc le management. Le management où j'ai fait quelques erreurs, comme plein d'autres, je pense. La première chose qui a été compliquée, c'est les responsabilités entre l'engineering manager et le lead développeur qui était dans l'équipe. Les responsabilités n'étaient pas claires, autant sur le delivery, sur qui fait le plan de delivery, ou qui s'occupe également des choix techniques. Donc, il a fallu ici faire en sorte que ces responsabilités-là soient au plus claires. Et je vais vous expliquer par la suite par quoi je suis passé. J'ai longtemps cru également pendant des années qu'un turnover très très bas, voire quasi nul à zéro, était sain. Là, pareil, je me suis trompé. Puisqu'en fait, je me suis retrouvé donc avec un turnover à 2%, donc en fait avec des gens qui ne bougeaient pas ou qui ne cherchaient pas à bouger spécialement de la société, voire de leur équipe. Ensuite, autre chose qui n'a pas été parfait non plus, j'ai eu un recrutement assez agressif pendant des années. Vous en doutez bien, passer de 0 à 100, ça fait du monde à recruter.
J'ai eu des... alors, peut-être que c'était sur la période 2020-2022, mais en tout cas, j'avais beaucoup de profils juniors et assez peu, voire pas, de profils seniors. Et donc, pareil, par la suite, ça a pu être gênant pour les équipes, pour le département et in fine pour le delivery. Autre chose également sur laquelle je me suis trompé, c'est donc j'ai fait plusieurs itérations sur ce qu'on appelle un career pass ou un career framework, bref, donner les expectations pour un rôle donné, sans ajouter les futurs rôles. Je me suis limité aux rôles disponibles sur le moment, sans ajouter les futurs rôles, ce qui a fait que les gens du coup ne se projetaient pas pour la suite. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que je ne recommencerai pas. Et finalement, parce qu'on grandit vite et on ne peut pas être partout, et également on ne peut pas non plus former ou expliquer constamment. J'ai eu des problèmes sur les performance reviews, donc des engineering directors et ou des engineering managers. Et là, pareil, donc c'est mon fail de ne pas les avoir assez onboardés ou bien onboardés pour faire des bonnes performance reviews qui permet d'être faire justement lorsqu'on fait donc, les PRS. Donc, suite à ces fails, c'est très bien, mais qu'est-ce que j'ai appris? La première chose que j'ai appris, c'est qu'être manager, justement, engineering manager, eh ben, ce n'est pas juste être un people manager. En fait, un engineering manager, et people manager bien sûr, mais pas que. Il est aussi en charge du delivery, de mon point de vue, et c'est là où le métier, justement, devient, je trouve, intéressant et excitant. Et en termes d'anti-pattern sur les managers, puisque pareil, autant chez Akeneo que chez Criteo que dans d'autres boîtes dans lesquelles j'ai pu passer, j'ai pu voir certains anti-patterns dans lesquels moi-même je suis tombé, évidemment. Le premier, c'est ce que j'appelle le process queen. Donc, j'y étais un peu. En clair, c'est mettre des process partout, tout le temps, constamment. On se sent bien avec des process. Bon, bah, évidemment, c'est une erreur. Le contrôle fric, là pareil, je suis un peu aussi tombé en début de carrière là-dedans, c'est d'être en contrôle de tout. Quand on est manager et qu'on gère des personnes, des gens, on ne peut pas être en contrôle de tout, c'est impossible. Donc, pareil, c'est un anti-pattern. Un autre anti-pattern que j'ai pu, pas moi expérimenter, mais voir de la part d'un manager, c'est être suck into the hype. En clair, c'est prendre n'importe quelle technologie du moment qui sort tout de suite et l'utiliser tout de suite. Là, pareil, il faut toujours un petit peu de recul sur les choses et préférer des fois attendre avant de se jeter corps et âme dans une nouvelle techno ou de nouveaux frameworks ou de nouveaux principes qui tombent. Un autre anti-pattern que j'ai pu voir, c'est les managers donc, qui gèrent les équipes de développement et qui s'arrêtent au développement. En clair, je commit, je merge, et ce qui se passe derrière, ça ne m'intéresse pas. La production, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est pareil, c'est une erreur. Lorsque on est honneur de sa feature, de son produit, il semble assez logique de se dire que du développement jusqu'à la production, on est en charge de savoir ce qui se passe et donc de ne pas s'arrêter au merge, mais bien d'aller jusqu'à la production et des problèmes et des bugs que cela peut produire. Ensuite, deux autres grands classiques. Je pense que vous êtes tombé dessus. Celui qui dit non tout le temps. Bon, lui, on ne va plus le voir. Et celui qui dit oui tout le temps. Lui, on va le voir tout le temps, en effet. Sauf que celui qui dit oui tout le temps ne saura jamais dire non. Et donc ne va pas vous aider. Et ça ne va pas vous aider au final. Donc, pareil, ce sont des anti-patterns. Le grand classique, le micromanager. Je ne détaille pas, tout le monde connaît. Et on essaye toujours, en tant que manager, de ne pas l'être. Et finalement, je termine avec ce dernier anti-pattern, ce quaterneur, ou la relation père-fils, dont bon, je ne suis pas leur père, ce n'est pas mes enfants, et ce n'est pas de cette manière qu'il faut justement gérer le management. Donc voilà pour les anti-patterns que j'ai pu expérimenter justement durant ma carrière. Par la suite, et là ça peut peut-être vous intéresser, c'est de voir comment aussi j'ai grandi en fonction du nombre de personnes et de la taille de mon département, puisque mon job a vraiment changé à différentes phases. La première des phases, c'est vous êtes nouveau manager, vous avez votre premier direct report. Bon, là, pas de problème, vous pouvez faire grosso modo 100% d'opérationnel. Et ce, jusqu'à 8 personnes
pareil, vous pouvez faire 100% d'opérationnel. Opérationnel étant, vous pouvez peut-être coder. Jusqu'à 10 ou 8, ça marche bien. Mais votre rôle dans ce cadre-là, en tant qu'engineering manager, c'est de donner de la guidance, du support et de la direction pour aider l'équipe, et pas forcément de coder, même si à ce niveau-là, vous aurez ce temps pour pouvoir le faire. Arrivé à 15 personnes, là, pareil, on baisse en opérationnel et on monte en stratégique, donc 80-20. Et généralement également, à 15 personnes, vous avez normalement votre premier engineering manager aussi à gérer. Puisque là, moi, je pars du principe qu'au-delà de 10 personnes, en tant que manager, c'est compliqué de pouvoir bien faire les choses si on est plus que 10. Arrivé à 50, là, half-half, on devient 50% opérationnel, 50% stratégique. Et là arrive aussi un autre truc, c'est un groupe de M, un groupe d'engineering manager. Évidemment, ça continue à monter. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retrouve avec, c'était mon cas, retrouvé avec une dizaine d'engineering managers, donc je tombe dans mes limites aussi. Et c'est là où je lance un nouveau layer de management, qui sont donc les engineering directors. Donc arrivé à 80 personnes, moi je deviens 20% opérationnel, je suis trop loin, 80% stratégique, donner de la vision, donner de la direction, et création de cette layer d'engineering director. Et au-delà de 100 personnes, bah là, concrètement, l'opérationnel, je ne l'ai plus. Je suis 100% stratégique, j'ai pas un, mais des engineering directors, et je passe par eux pour avoir la bonne communication et également pour avoir le bon leadership pour tout le monde. Donc ça, c'était pour vous donner quelques billes sur un petit peu les différents stages par lesquels je suis passé en fonction du nombre de personnes. Par la suite, et c'est ce que j'ai appris pour construire une équipe, je cherche, et ça on le sort beaucoup, mais c'est une réalité, chercher à recruter les meilleurs, ou meilleurs que soi, ça marche beaucoup. Des équipes diverses également, pas forcément de la même école, pas forcément de la même ville, pas forcément avec la même expérience. Les équipes diverses, c'est démontré, moi je l'ai vu plusieurs fois, sont bien meilleures que des équipes non diverses. Également, et ça il faut le dire, faire grandir c'est les gens, c'est important. Donc les trainings, les formations, n'hésitez pas, c'est bon pour tout le monde. Il est aussi intéressant de détecter ce qu'on appelle les key people. Donc les key people, c'est les personnes clés de l'entreprise ou clés dans votre département. Donc je vous conseille également de les détecter. Un autre truc qui va un petit peu avec les key people, c'est de faire des paris sur les talents. Donc pareil, de leur donner des fois des formations, des trainings personnalisés ou spécifiques pour ce que vous voulez faire. Lorsque je construis une équipe aussi, également, je fais attention au ratio entre les juniors et les seniors, de manière à bien onboarder les juniors et côté senior, à ce qu'ils aient du temps pour faire les choses et qu'ils ne soient pas constamment à aider les autres. Et puis finalement, j'en parlais juste avant, faire des performance reviews qui soient faire juste, c'est important. Donc c'est quelque chose que j'ai pour le coup évité à chaque coup. J'ai eu beaucoup de candidats que je n'ai pas pris de par le salaire, qui était trop important et qui faisait un décalage trop fort dans l'équipe. Comme on dit, tout se sait. Donc voilà pour construire l'équipe. Passons à la brigade justement, cette équipe. Alors la brigade. Moi, ce qui s'est passé, c'est que ben justement, arrivé à 80 personnes, mon delivery était slow as. Pour quelle raison? Il y avait trop de process, il y avait trop de contraintes là où il n'y aurait pas dû en être. Et il y avait surtout trop de projets. Et les projets étaient gérés, entre guillemets, enfin, entre guillemets, étaient plutôt gérés par moi. Et là, forcément, là, pour le coup, ça n'a pas bien marché. Et est arrivé un nouveau rôle pour pouvoir m'aider, des chefs de projet, ou ce que j'appelle des EPM, donc des Engineering Program Managers. Et là, ça a unlocké justement de nouveau le delivery, mais clairement, arriver à 80 personnes en étant seul à gérer des nombreux projets de toutes ces personnes-là, j'aurais pas pu bien fonctionner.
Un autre truc aussi également qui a pêché, le business focus était toujours plus important que le technical focus. Résultat des courses, une dette technique qui s'allonge, une dette technique qui se construit, qui se construit, qui se construit. Le résultat des courses sur ça, c'est le delivery qui en prend plein de poire, puisque ces dettes techniques, ces problèmes techniques nous empêchaient de pouvoir justement développer des features plus rapidement qu'on ne le pensait. Donc, aussi là-dessus, un conseil, traitez votre dette technique de manière quotidienne, si possible, ce qui m'a amené, moi en tout cas, à poser des ratios pour avoir 50% de new features, 30% justement pour tout ce qui est revamp, refactoring, dev technique, et sans oublier les fameux 20% pour le support, les bug fixes, qui représentent une personne par semaine. Donc, comme je le disais, trop de focus sur le feature delivery. Donc, encore une fois, du focus également sur la dette technique, sinon c'est votre delivery qui en prend et donc vos features. Autre chose sur laquelle je me suis trompé pendant des années, j'ai cherché à ce que les OKR soient au niveau des squads. Donc au niveau des squads, au niveau du département, mais surtout au niveau des squads. Ils mettaient un temps dingue, et de plus en plus un temps dingue, à créer leurs OKR. Ce qui, moi, me paraissait simple, pour eux, ça ne l'était pas. Je me suis entêté, malheureusement, et ce n'était pas une bonne chose. Donc là, à la fin, les OKR sur les squads ont disparu au profit d'un delivery plane ou un battle plane, comme j'appelais ça. Ce qui est une bonne chose, puisqu'au final, ce qui est impacté, c'est les OKR de département. Donc, les avoir au niveau de chaque squad, in fine, a assez peu d'intérêt. Il est préférable de les laisser au niveau du département et laisser les squads avec leur delivery plan. Autre chose sur laquelle je me suis trompé aussi, c'est le manque de DX, donc de développeur expérience, ce qui a encore une fois impacté mon delivery. Donc là, pareil, conseil assez rapide, mais traitez bien votre développeur expérience. Faites en sorte de voir comment ça fonctionne. Et moi, je passais par des sondages mensuels, des monthly health checks, qui permettaient de savoir justement si en développement, en delivery, en déploiement, sur la CI, etc., tout était, de leur point de vue en tout cas, euh, était OK ou pas. Et finalement, puisque pareil, dans ce monde chez Akeneo, on avait différentes versions, dont une open source, et donc X repos à backporter, maintenir une version open source, c'est également time consuming, et pareil, du coup, ça n'aide pas sur le delivery. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que je parle un petit peu. Donc, pareil, qu'est-ce qui m'a aidé au final donc, à créer des équipes, à organiser des équipes? C'est de faire des petites équipes qui restent longtemps, en tout cas avec les mêmes personnes à l'intérieur. Voilà, c'est le résumé. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme type de loi? Il y a Westron, la loi de Conway, la loi de Brooke, sur les interactions entre les humains, ce qui amène à faire des petites équipes, comme les Dunbar Number également. Et j'ai designé mes organisations tech avec Team Topologies. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le Platforming Team, des Schema Align Team, des Enabling Team, bref, c'est un modèle d'organisation qui fonctionne très bien de mon point de vue. Et c'est ce que j'ai utilisé. Autre chose, moi je suis tombé donc chez Keneo avec beaucoup d'oral. Donc en clair, l'oral c'est très sectaire, il y a ceux qui savent et puis ceux qui ne savent pas. Donc j'ai très vite placé le pouvoir de l'écriture en passant par l'implémentation Notion d'abord et ensuite en faisant scaler cette documentation pour qu'elle puisse être partagée et libre justement et visible par tous. Ce qui était game changer et je peux vous le dire aussi, surtout game changer pendant la période de Covid où on s'était tous retrouvés chez soi. Où là, le côté oral était un peu moins fort. Les gardiens de la production, donc ça c'est pareil, parce que pareil, dans mon background, je fais pas mal de production, mais la production est importante, c'est concrètement là où se trouve le client, donc on ne peut pas la bypasser. Traitez vraiment votre production comme un asset et pas un coût. Qu'est-ce que j'ai pu faire là-dessus? Donc, améliorer l'observabilité, donc s'assurer que ce que l'on pense de la production est réel. Mise en place également de ce qu'on appelle du FinOps, donc la contraction de Financial and Operational. Donc, en clair, c'est la réduction des coûts sur l'infrastructure et faire en sorte que les coûts soient le plus bas possible. Et autre chose également, pour rapprocher autant les Ops
SRE que les développeurs, c'est knowledge and understanding des différents rôles et des différentes pratiques par des présentations, ce genre de choses, pour que tout le monde ait conscience justement des métiers des autres et le comprenne. Bien, on passe du coup au service. Et là, c'est parti pour le service avec les fails, mais là sur le produit. Qu'est-ce que j'ai pu avoir? On avait et on a commencé avec un produit chez Akeneo, et puis d'autres produits sont nés, évidemment, à satellite, et j'ai eu des problèmes de synchronisation entre ces produits qui ont créé justement des problèmes de lenteur ou de performance auprès des clients. Également dans le produit, dans les produits SaaS, un peu d'inconsistance. On pouvait avoir des features qu'on n'avait pas forcément dans un autre produit, alors qu'on pouvait l'avoir dans une autre édition qui était peut-être moins chère. Donc là, pareil, essayez de faire attention à la consistance au niveau des features proposées sur votre produit. J'ai eu, et on a eu aussi pas mal de problématiques à construire les roadmaps dans ce modèle scale-up. Les choses changent vite, donc du coup, une roadmap change in fine, non pas tous les ans, mais plutôt tous les 6 mois. Quand, pareil, j'ai eu beaucoup de personnes, beaucoup de code, mais au-delà du code, surtout beaucoup de projets. Donc, quand on scale rapidement, là, il y a une multiplicité exponentielle de projets qui débarquent. Et c'est là où, justement, je me suis fait aider en amenant des chefs de projet. Et finalement, le SLA à bug fixé en 4 heures, on peut le dire, mais très honnêtement, c'est quasi impossible à tenir. Ça voudrait dire qu'on l'ait identifié, qu'on ait trouvé le fixe, qu'on l'ait déployé en production, et tout ça en 4 heures. On peut le dire, mais c'est extrêmement difficile à tenir. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de construire un focus et de créer du tempo, donc créer une dynamique dans l'équipe. Comment faire ça? Donc, carrière leader, faire en sorte que les OKR soient au niveau des départements et typiquement pas au niveau des squads. Revoir vos process et vos meetings tous les ans. Donc, tous les ans, ce que j'ai fait, c'est de supprimer des meetings et de supprimer des process en fonction des stages auxquels j'étais. Et des fois, ça pouvait être assez violent, voire quasiment on supprime tout et on crée de zéro. Et en réalité, la phrase que je leur ai beaucoup répétée à ce moment-là, c'est less is more, less is more, less is more, mais c'est une réalité. Quand on se focus sur peu, et on le finit, on le réussit, plutôt que se mettre des trucs quasi impossibles ou beaucoup, qu'au final, on ne va pas réussir, voire aucun. Donc, du coup, là aussi, mes conseils pour créer ce focus et ce tempo, ce n'est pas forcément la quantité, c'est plutôt la qualité, et donc de faire en sorte qu'on en ait moins, mais qu'on le fasse et qu'on le fasse vraiment. Le tunnel effect, ça c'est pareil. J'ai eu le fait de vouloir construire la cathédrale ou d'avoir le truc ultime tout de suite. Je préfère vous le dire, essayez d'éviter ça. Du lean développement, des petites itérations, fait en sorte que du coup, on est beaucoup plus innovant, je trouve, et beaucoup plus créatif. Donc, évitez tant que se peut cet effet de tunnel qui peut être justement pour votre delivery, pour votre produit et votre management bloquant. Et finalement, on est tous dans le même bateau. J'ai eu 2 batailles assez classiques. La bataille SRE Dev, qu'on a réussi à corriger, et puis la bataille assez classique entre l'engineering et le produit. Donc là, je pense que ça va parler à tout le monde. J'ai cassé ça et fait en sorte que justement, on soit dans le même bateau, parce que la réalité, c'est qu'on est dans le même bateau. Et donc, impliquer les gens dès le départ, engineering, design and product, est nécessaire. Ça évite les conflits, concrètement. Clarifier les responsabilités. Je suis passé par le RACI, un grand classique également. J'ai mis également la data au service des décisions, ce qui fait qu'on n'était plus dans l'intention, mais là on avait de la data driven, donc de la décision éclairée grâce à la data. Donc, du coup, ça a beaucoup aidé. Des rétrospectives toutes les 2 semaines entre justement design, engineering et produit. Donc ça, il le faisait très bien également. Et de faire en sorte que les goals, les objectifs, la roadmap soient partagés. En clair, j'ai fini avec une one roadmap to rule them all, en clair avec autant la tech
que le produit dans la même roadmap. Et là, pareil, ça évite tout conflit, tout débat, puisqu'on est sur des goals partagés, des objectifs partagés, et ça permet de mettre tout le monde dans le même bateau. Voilà, je termine donc avec les key takeaways par rapport à cette présentation. Garder un ratio entre les juniors et les seniors, faire en sorte d'avoir des petites équipes et qui restent avec les mêmes personnes. Faites attention à l'effet tunnel, traitez votre production comme une chapelle, utilisez la data pour prendre vos décisions, des goals partagés et des objectifs partagés et une roadmap partagée aident à ce que l'on soit vraiment dans le même bateau. Et faire des équipes cross-fonctionnelles aide énormément aussi. Finalement, et c'est ce que je leur disais et ce que je leur dis, l'autonomie pour avoir et pour gérer sa mission de A à Z, c'est ce qui est important et c'est en faisant ça que justement on peut le toucher ou l'avoir. Voilà, j'ai dépassé un petit peu. Merci à vous tous. Alors, franchement, merci Didier. Je trouve que c'est difficile d'être très exhaustif sur la question du management. Et là, tu as vraiment balayé énormément de sujets, à la fois théoriques, mais en donnant des éléments très concrets. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions dans le chat, Ouais, beaucoup de ça arrive. remerciements déjà. Donc on va vous donner le micro. On va essayer de vous donner le micro si vous êtes en mesure de parler. Sinon, je poserai évidemment la question de vous, mais c'est toujours plus sympa de vous entendre les poser. Et il y a notamment Jean-Philippe Novant qui en a posé plusieurs. Donc, Ouais. je voulais commencer avec toi, Jean-Philippe. Si Gabriel, tu peux nous donner le micro. Est-ce que tu nous entends, Jean-Philippe? Yes. Trop cool. Est-ce À que toi vous de jouer du m'entendez? coup. Ouais. Ok. Ouais, on t'entend bien. Nickel. Ouais, effectivement, quand on a parlé du Career Path, bon, en fait, finalement, moi, je trouve que c'est un peu complexe de proposer une évolution à chacun, mais peut-être que je vois uniquement l'évolution de management à la française, finalement. Qu'est-ce que toi, t'as mis en place? Qu'est-ce que tu donnais finalement comme perspective d'évolution? Alors, la première fois que j'ai fait un career leader, c'était, je dirais, assez facile puisqu'il proposait le chemin classique du je suis ingénieur et ensuite tu passes manager obligatoirement. Il n'y avait pas de voie. Donc j'ai créé deux voies, une voie expert pour les IC et une voie expert également ou managériale pour les managers. Donc ça déjà, ça a très très bien fonctionné. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rajouté des rôles, rajouté des rôles, rajouté des rôles, mais qui n'étaient pas nécessaires forcément pour la boîte ou le département. Hmm. Et donc ça a posé souci. Et c'est pour ça que j'ai dû, et j'ai été amené à retirer ces rôles-là qui donnaient en tout cas le chemin pour les gens, mais qui en réalité n'étaient pas nécessaires l'année où on le faisait. Ce qui a coupé un petit peu le côté managérial de comment tu grandis et quelle peut être ta suite. Ça Ok. répond à ta question? Ouais, très bien, ouais. Ouais, Merci. moi je t'en prie. Je continue du coup sur les questions, parce que j'en ai plusieurs. Mais Allez, une petite voilà. rapide, ouais, si tu veux, mais on va essayer de pouvoir donner du temps à tout le monde. Vas-y, Jean-Philippe. Non, mais il y avait le ratio sur senior-junior. Ouais. C'est quoi à peu près, selon toi? Alors, sur une équipe de 5, j'aurais tendance à prendre un junior. Ok, parfait. Merci Ouais. bien. Ouais, je t'en prie. Ça, c'est des choses dont on parle pas très souvent, alors que très concrètement, ça peut impacter très fortement la delivery de ton équipe, la capacité, pas la qualité Ouais, globale, donc la ouais, capacité aussi à faire monter les gens. Hein. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est autant peinant pour le junior ou la junior que le ou la senior, parce que tu les mets pas en position de succès en fait. Hmm. Ouais, ouais, complètement. On va passer le micro à Benjamin Duyeux. Tu as posé une question sur aussi bah, un peu les perspectives qu'on peut offrir aux les futurs collaborateurs. Mhm. Si bah, je vois que c'est bon, tu as pris le micro, donc à toi de jouer, Benjamin. Oui, bah, c'est lié avec la question qu'a posée la personne avant. En fait, avec le nombre de rôles qui est proposé, par exemple, à des personnes qui arrivent pour essayer de construire une dynamique, du dynamisme dans l'entreprise, pour essayer d'avoir des personnes donc, qui ont envie de rester, qui ont envie de se projeter. C'est vrai que il y avait eu deux erreurs que vous avez notées là par rapport à votre expérience, qui Mhm. était le turnover à 2% qui vous semblait du coup finalement trop faible Mhm. et du coup, le manque de perspective. Du coup, je me demandais si c'était pas lié. Le fait d'avoir un problème de manque de perspective, ça apporterait donc forcément des personnes qui sont peut-être moins motivées à rester. Et donc, du coup, ce qui a poussé à plus faire du turnover. Est-ce que du coup, à régler ce problème de perspective et de rôle,
pousserait donc à avoir moins de turnover et donc à avoir une entreprise qui apporte plus de fidélité aux collaborateurs. Oui, et pareil, comme je le disais, quand la société peut se le permettre. Puisque Hmm. à un moment, il y a ça aussi qui joue. On peut, à un moment, on n'a pas des open positions partout, on n'a pas des possibilités dans le département pour tous. Donc, c'est là où des fois, ça peut être un peu tricky. Oui, donc ouais, c'est lié surtout dans la qualité manager de détecter aussi donc les personnes avec qui on veut continuer aussi, Ouais, les personnes. Ouais. Ok. tout à fait. Magnifique. On va passer. Je fais dans l'ordre du coup, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le management plus global, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre une ligne directrice. Il y en a d'autres sur lesquelles qui ont effectivement t'as déjà répondu, mais à toi de jouer, Mamadou. Et aussi, disais, si tu peux retirer ton partage d'écran, comme ça les gens te voient bien. Ça, Pas de souci. trop bien. Cool, Et voilà. magnifique. T'es en plein écran. Ah. À toi de jouer, Mamadou. Bonjour Didier. Moi, ma Bonjour. question, en fait, c'était relative au management qui s'implique dans tout ce qui est commit, parce que j'ai déjà eu des cas comme ça où ils ne veulent vraiment pas se détacher de ça, en fait. Alors que souvent, tu as des personnes dans l'équipe qui sont responsables de ça, mais ils se mêlent de ça et ça amène souvent des conflits. Mm, mm, mm. C'est là où j'ai beaucoup utilisé le RACI. J'ai beaucoup utilisé le RACI, mais au-delà du RACI, où généralement c'est une feuille Excel avec des Ouais, boîtes, des ouais, gens, tout ça que personne ne lit, que personne ne retient. ouais. J'ai essayé de tenir une à deux idées, ou plutôt une à deux responsabilités extrêmement claires pour chacun, qui justement ils puissent l'avoir en tête, du Mm, style le people management, c'est l'engineering manager. ouais, Ça ouais. s'appelle pas. C'est comme ça. Le delivery, c'est l'engineering manager. Pareil, il n'y a pas débat, donc c'est pas le lead dev. Le lead dev, par contre, c'est les choix techniques. Et là, Ouais, pareil, l'engineering manager peut penser ce qu'il veut, peut avoir en tête, et très certainement d'ailleurs, ouais, puisque ce sont des gens qui ont des backgrounds techniques, c'est ça. peut très bien avoir un avis, mais il sait à la fin que le décisionnaire, ça sera le lead dev. Top, top, top. Merci beaucoup, c'est clair, merci. Bah, je t'en prie. Parfait. Toujours aligné, mais Vincent Châtaignier aussi, tu avais une question un petit peu plus spécifique sur comment gérer des équipes de 15 à 50 personnes. On va te laisser la poser Ah, si tu peux problème de prendre ton micro, je micro. crois. Écoute, non, ça a l'air d'aller. Tu m'entends, Vincent? Ok. Il a un petit Alors, problème de micro. ouais, Il ouais, a j'avais dit pas non. vu, pardon. Alors, Donc, est-ce que dans dans le les. cas de 15 à 50 Ouais. personnes, la personne EM égale lead dev ou tout cela dépend du découpage des responsabilités? Euh, Là, pareil, ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes où les lead dev font du people management, d'autres boîtes où ça n'en fait pas. Dans mon cas, ça n'en faisait pas. Et c'est dédié aux engineering managers. Euh, donc, entre à 15 personnes, on est avec un ou des engineering managers. Arrivé à 50, on a un groupe d'engineering managers, voire on commence à avoir un head of ou un engineering director pour pouvoir prendre une partie des engineering managers et donc des équipes à côté. Et là-dessus, Jean-Philippe qui demandait aussi, dans certaines grosses startups, on voit que le lead dev n'existe plus. Est-ce quelque chose que tu pourrais imaginer? J'ai eu ces discussions. Oui. Ouais, ouais. Ça me fait même, pour être très franc, 2 ans que j'ai ces discussions avec mes engineering managers et engineering directors. Très honnêtement, je n'arrive pas à bien me positionner là-dessus. Je peux vous dire ce qui s'est passé, par contre, qui peut être un élément intéressant. C'est j'ai introduit un nouveau rôle qui était le senior software engineer. Donc, on avait avant software engineer, lead dev. Il n'y avait pas de senior. Donc, j'ai introduit la position de senior. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les lead devs veulent et voulaient être senior engineer et non plus LD, pour ne plus avoir cette partie qui, on va dire, voilà, les embêter avec un peu trop de meetings. Voilà ce qu'ils me disent. Donc Ouais, oui, c'est c'est tout à fait intéressant, effectivement. imaginable. Et je dirais que c'est tout à fait imaginable si on reste sur les ratios que je donnais, typiquement avec un EM qui gère 10. Sinon, je ne vois pas comment ça marche.
Ouais, tu dois penser second order. Ouais, Si jamais, par exemple, tu t'opères une transition comme ça sur une structure organisationnelle où ça touche plusieurs personnes, bah là, tu dois gérer les égos, les transitions, qui devient le chef et qui accepte de rester à sa place et tout. Et tout. Donc, c'est vraiment ça. intéressant aussi. On pourrait presque faire un partage entier là-dessus. Euh, mais du coup, on arrive vers la fin, donc je vais enchaîner un peu avec les questions. Je suis désolé, je ne donnerai pas le micro à tout le monde, mais on va essayer de répondre à toutes vos questions. Il y en a certaines, c'était déjà un peu répondu dans les réponses, mais avec Guillaume, salut Guillaume Vibert qui disait comment est-ce que tu as pu déterminer que le delivery était devenu lent? Il y a eu une manière particulière de le mesurer ou c'est passé comment? Oui, il y avait plusieurs indices. Je suis adepte de la data, donc des métriques, et des métriques aussi pour l'engineering. Donc, j'ai toujours utilisé des outils du type EcosHQ ou Linear, enfin bref, de manière à avoir les deux métriques et le lead time. Donc, j'ai vu mon lead time complètement déconné. Et au-delà de ça, il y a un indice qui m'est venu très très vite en tête. Quand on met 1 an à développer une feature, c'est bien. Là où avant, on développait des features en 3 mois. Et ça, voilà, c'était le déclencheur. Ouais, ça effectivement, tu t'en rends compte. Même si tu mesures pas bien, tu te dis bon. Tu dis, Euh, mais il y a bien, Julie qui te demande qui crée le focus auprès des stakeholders. Alors, c'est peut-être une question qui aurait besoin d'être un peu expliquée, mais qui crée le focus auprès des stakeholders, je dirais, si je veux reformule, qui crée la vision auprès des stakeholders, c'est ça? mm, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Là, pour le coup, le VP Engineering, non, c'était moi. Je dis Ok, pas que ça c'est le cas marche. partout, mais en tout cas, c'était mon job. Ouais. Et il y a peut-être cette question aussi de, avec justement le CEO, comment est-ce que Ouais. c'était quoi ta manière de pousser un peu enfin, de pousser les enjeux de la tech et d'être entendu, on va dire, par Ouais. rapport à vous, vos Alors, besoins et ce que vous pensiez être j'ai toujours eu de la chance d'être dans des boîtes très tech, tenues par des fondateurs tech. C'est peut-être aussi un trait de caractère de suivre ça, moi. Euh, donc, euh, donc, des background ingénieurs, donc ils ont toujours eu, grosso modo, enfin, ouais, une tendance à l'ingénieur. Euh, Quand tu es avec des C-level, en tant que VP et C-level, c'est des relations et des discussions slash des débats, je dirais, très francs, très directs. Donc, on n'hésite pas. ouais. Donc, conseil à tous, si vous prenez un rôle comme ça, choisissez des boîtes tech. Et tout le monde le demande aussi, hein, les talents, c'est un truc de fou. On a une vraie culture tech dans l'entreprise, une vraie culture produit, et ça se comprend. Parce que Et tu sais derrière que tu as, ouais, ça t'as dépend un les rôle gens, de... attention, hein. Je Ouais. prêche pour ma paroisse parce que j'ai ce background d'ingénieur, donc je m'éclate et je me plais là-dedans, mais tout est C'est vrai qu'il y a logique. aussi des gens qui aiment le conflit. Mais non, non, Ah, bah, dernière question super intéressante là que Guillaume vient de shooter. Tu peux creuser la façon dont tu as fait augmenter le ratio de turnover et dire en rigolant, est-ce que tu étais méchant ou il y a d'autres manières un peu plus structurelles, on va dire, de... non, non, j'ai pas, enfin, je ne pense pas, mais peut-être que les équipes te diront et vous diront l'inverse, mais je ne pense pas. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté le level au niveau du carrière leader. Les attentes que j'avais avant, précédemment, je les ai augmentées, ce qui a amené ben, justement à augmenter ce niveau d'attente. Et en même temps, ça t'offre une manière très objective enfin, de montrer à tout le monde que voilà, il y aura peut-être un petit peu de boucherie, mais c'est purement rationnel, quoi. Allez, je prends la dernière question de Michel. Tu parlais d'OKR au niveau département plutôt que squad. Est-ce que Ouais. tu maintiens cependant des indicateurs de performance individuelle dans les équipes? Si oui, lesquels te semblent les plus pertinents? Euh, je n'avais pas d'indicateur de performance individuelle. Décision des managers, donc je trust le manager à me dire bien, pas bien, ou peut s'améliorer. Donc on faisait ces performance reviews justement tous les ans. Non, je me fixais en fait sur leur delivery plane et au final, moi, je ne regardais même plus le delivery plane. Ce que je regardais, c'était les OKR de département. Et je peux vous assurer que quand je voyais un objectif à 10% en décembre, je savais qu'on ne l'avait pas, quoi, typiquement. Donc c'était plutôt ça mes indicateurs.
Très clair. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Il y a Guillaume qui dit merci Didier, je suis resté jusqu'au bout malgré ma faim. Vous êtes tous restés jusqu'au bout. C'est quand même assez rare. En général, les gens kiffent le Q&A. Mais voilà, vers 45, effectivement, il y a l'appel de la fin là. Vous êtes encore tous là. Donc merci beaucoup. Ça montre aussi Merci l'intérêt du beaucoup. sujet. Et n'hésitez pas à mettre une petite note de 0 à 5 à Didier pour lui dire un petit peu à quel point ça vous a apporté dans le chat. C'est toujours sympa. Euh, et puis bah ouais, et merci énormément pour le partage. Je pense que ça donnera lieu à beaucoup de discussions derrière. Et voilà, t'as beaucoup de 5 sur 5 même des 6. Eh ben, Donc trop cool. Et puis merci à bah on te tous. souhaite aussi un super démarrage dans ta nouvelle aventure chez Guide Guardian. Et puis bah au Merci. plaisir de refaire ça prochainement avec vous tous aussi. Donc voilà. Bon Avec appétit grand à plaisir. tous et à très bientôt. Merci À très Didier. bientôt. Merci beaucoup.